Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes remis du match d'hier. Ça va aller, ça va aller. Aujourd'hui FAQ les amis, réponse aux questions que vous m'avez posées sur Instagram, donc hier soir, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc, après ce triste début en Ligue des Champions, vous avez été quand même nombreux à me poser des questions, hein, plus de 100 questions. Je ne pourrais pas prendre toutes, évidemment, les questions, voilà. Je vais essayer d'être le plus clair possible, comme d'habitude, en freestyle. Voilà, je vais essayer de prendre un maximum de questions aussi. On commence avec Quentin, qui dit « J'ai passé la pire soirée de ma vie ». Alors le frérot, il était au stade à Monaco, il allait voir le match. Alors t'as pas choisi le bon match frérot, moi ça m'arrive, c'est vrai aussi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de pas choisir les bons matchs. Après la pire soirée de ta vie, ça va. Imagine si t'avais été... Bon, il y avait pas de public à ce moment-là, mais le 8-2 contre le Bayern, imagine t'es dans les tribunes. Imagine tout simplement le match contre Francfort aussi. Dernièrement, vous savez, en Ligue Europa, là où il y avait plus d'Allemands que de... Ça, c'était des soirées quand même compliquées. Là, ça va, c'est pas la mort. Je sais que c'est compliqué, voilà, tu vas voir un match du Barça, t'es hypé et tout, et puis voilà. Courage, frérot. Courage. Ensuite, question de Joe, qui dit... Malgré le fait qu'on soit à 10, penses-tu que Flick avait bien préparé le match? Oui, je vois pas en quoi Flick aurait mal préparé le match juste parce que on a perdu. Si on avait gagné, je pense qu'on se serait pas posé vraiment cette question. Donc c'est souvent ça. Tu vas te poser ce genre de questions ou quoi par rapport au résultat. Mais concrètement, dans ce match-là, si on est à 11, c'est, je pense, très différent. Et la physionomie du match, elle change totalement. On aurait pu peut-être gagner, on aurait pu perdre ou faire match nul, j'en sais rien. C'est pas parce si on avait été à 11, on aurait forcément gagné obligatoirement. Mais quand même, le match se serait passé autrement. Et voilà, on a vu une défense quand même très bien alignée, en bloc. On a vu qu'on défendait bien, même à 10. On a réussi à tenir, entre guillemets. Bon, voilà... On va dire ça, on va dire tenir, sans trop en faire, mais on a quand même bien défendu. Ce qui était compliqué, c'était de faire le jeu, là, concrètement, quand on était à 10. Donc je pense pas que Flick ait mal préparé son match, c'est le rouge qui nous met dedans, en fait. Pour moi, ce match-là, il est difficile à analyser, parce que t'as beau dire ce que tu veux, retourner le match dans tous les sens, à partir du moment où tu prends un carton rouge au bout de la 10e minute, et que tu joues à 10... quasiment tout le match du coup, ça fausse direct le match en fait. Donc tu peux pas... Ça s'arrête là en fait, pour moi ça s'arrête là. Ensuite on a Naël qui dit « Toi aussi t'as peur que ce match, entre parenthèses Ter Stegen, casse la confiance qu'on avait réussi à avoir ?» Je pense pas que le match va casser la confiance des joueurs directement. J'avais dit de toute façon qu'il fallait regarder, enfin moi ce qui m'intéressait c'était que au premier revers, parce que on peut pas gagner tous les matchs de la saison les gars, on a gagné les 5 premiers matchs de la saison, 5 matchs de Liga, il fallait bien qu'on perde au moins un match et qu'il fallait bien que ça arrive, on le savait au bout d'un moment on n'allait pas faire 100% de victoire toute la saison, ça me paraissait quand même un peu compliqué. Donc maintenant ce qui va être intéressant c'est de voir comment les joueurs vont mentalement essayer de passer à autre chose et se remettre dans le droit chemin on va dire, allez on se reconcentre tu vois, ça va être intéressant. Ça va être intéressant aussi par rapport au coach, savoir quel discours il va avoir. Il a déjà parlé après le match hier, il a dit voilà, je sais plus exactement ce qu'il a dit mais en détail, mais il a dit qu'en gros on va se reconcentrer pour le match de ce week-end, c'est parti quoi, on va repartir de l'avant tu vois. Il a eu un discours voilà, normal hein, de toute façon pour un coach, il va pas dire une catastrophe de ce match-là, hein. C'est pas la fin du monde comme je l'ai dit hier dans le débrief. Maintenant moi est-ce que j'ai peur pour la confiance de l'équipe en général? Non. Par contre dans le match, quand Ter Stegen il a fait ce qu'il a fait en début de match direct, j'ai senti une équipe d'un coup qui était moins sereine. En fait ça transmet pas de la sérénité. Ton capitaine, ton gardien titulaire fait ce genre de dinguerie et puis après il est là avec une tête de mec qui accepte tout ça, cette fatalité là, il a une tête vraiment un air sur le visage Ter Stegen que tu te dis ce gars là il a perdu. Il a perdu de nombreuses fois dans sa vie et il est touché par ça. Alors pauvre monsieur, hein. Moi j'aime bien Ter Stegen en tant qu'humain, en tant que personne, je trouve que c'est un bon gars, il a joué longtemps au Barça, je n'ai rien contre Ter Stegen, mais au bout d'un moment, quand un mec il a plus trop le niveau, qu'il a perdu, et que c'est inscrit en lui, c'est inscrit sur son visage, et que tu vois que le gars est touché par ça, et que on dirait qu'à la moindre heure il est là, il est fataliste direct, c'est genre, et ouais, je sais. Je sais les gars, désolé, c'est compliqué. C'est compliqué.
Ce gars-là, c'est ton capitaine. Voilà. Ensuite, question de Amine qui dit Ter Stegen, ça devient vraiment insupportable ce joueur. 85 matchs, 99 buts encaissés en CL. Je crois que c'est 98, Amine. Tu vas me dire, à un but près, c'est pas, voilà, c'est pas l'important, mais ouais, c'est abusé quand même. Les stats de Ter Stegen en Ligue des Champions, elles sont quand même pas fameuses. Et ça démontre quand même quelque chose. C'est que Ter Stegen est un très bon gardien en Liga, mais quand il s'agit de l'Europe, il devient un petit garçon, quoi, on va dire. On va dire ça comme ça. Et encore, il a encaissé si peu de buts. Entre guillemets, parce qu'il joue au Barça et que quand même s'il y a eu un moment où on n'avait pas de défense, hein, pendant une bonne période on avait des défenseurs, c'était compliqué, quand on se tapait des piquets l'anglais au pire de leur forme, c'était compliqué, mais quand même depuis qu'il y a Ter Stegen, le Barça quand même a une bonne équipe. Généralement on gagne les matchs et on marque plus de buts qu'on en prend, généralement. Voilà, imagine Ter Stegen dans une équipe qui a pas trop de défense et tout ça, compliqué l'histoire. Donc Ter Stegen pour moi il représente un peu, c'est un peu le symbole aussi, c'est un peu triste de dire ça, hein, c'est pas contre lui comme je l'ai dit, hein, c'est pas méchant ce que je dis, mais au final c'est la réalité. Pour moi Ter Stegen c'est un peu le symbole de nos échecs passés, quoi. C'est beau le dit comme ça. Presque beau. Triste aussi, mais surtout. Mais c'est un peu ça, quoi. Malgré lui, il est le symbole de nos échecs passés en Europe. Quand il faut élever le niveau, quand il faut avoir une mentalité plus élevée, tu vois, se dépasser vraiment pour aller chercher la Ligue des Champions. Enfin, la Ligue des Champions, on sait, c'est pas le même niveau que le championnat. Le championnat, les mecs sont en détente, c'est un petit voyage en croisière, tu vois, en bateau, tu vois. La Ligue des Champions, c'est les montagnes russes, c'est un peu plus, tu vois, il y a plus de sensations, il y a plus de tension, plus de pression. Et même si tu joues contre Monaco, qui joue en Ligue 1 et qui a fait match nul contre Lens il n'y a pas si longtemps, c'est la Ligue des Champions quand même. Tu vois, il y a ce truc qui transcende un peu les joueurs, quoi. Donc c'est triste parce qu'on a deux symboles, quoi. Dans l'équipe qui sont représentés par Ter Stegen et par Lamine Yamal par exemple. Lamine Yamal qui est ce symbole d'espoir, tu vois, d'espoir futur, tu vois. On se dit tout va bien se passer en fait. Lamine Yamal va rester là pendant des années, il va devenir le joueur qu'il est censé être et il va porter cette équipe pendant de nombreuses années comme d'autres l'ont fait avant lui et ça va nous amener la gloire, tout ça. On est content, il y a tout est à écrire pour lui, quoi. Il a toute sa carrière devant lui, c'est magnifique. On a hâte, on est là, on attend juste comme des enfants devant la télé de voir Lamine Yamal jouer au football, quoi. Et d'un autre côté, t'as l'autre symbole de l'équipe, comme je viens de dire, quoi. Ter Stegen qui est là. Alors, je dis pas que c'est lui à chaque fois qui flingue les trucs, c'est pas ça que je veux dire, mais ça reste malgré lui, comme j'ai dit, un symbole des échecs, quoi. Compliqué, hein. Quand tu vois que les mecs sur le terrain, les meilleurs, c'est Lamine Yamal, c'est Pedri, c'est Koubarsi, c'est Casado par exemple. Koundé par exemple n'a pas fait un mauvais match, ou même Inigo Martinez n'a pas spécialement fait un mauvais match, mais on va dire que les meilleurs, voilà, c'est ces gars-là, c'est des mecs de 20 ans, quoi. 17-20 ans, entre 17 et 20 ans. Voilà. Ensuite, question de Florian qui dit « Pourquoi les changements sont arrivés si tard dans le match et sont si incompréhensibles ?» Je pense que les changements sont arrivés tardivement parce que la physionomie du match était celle-ci, quoi. Le fait qu'il y ait le rouge et tout ça, je pense que ça a un peu modifié les plans du coach, je pense. Quand on voit on voit le carton rouge pour Eric Garcia, on passe en 4-4-1, en gros, concrètement, pour défendre. On a Pedri, Casado en double pivot, Rafinha, Lamine Yamal sur les ailes et Lewandowski un peu seul devant. C'est compliqué. Moi, je pense qu'on aurait dû peut-être changer plutôt Lewandowski qui était complètement perdu, qui touchait pas un ballon, qui servait à rien en fait. Avec et sans ballon, Lewandowski ne servait à rien parce qu'il t'aidait pas spécialement pour défendre et concrètement quand on avait la balle, il a pas apporté plus que ça. Donc c'est vrai que Lewandowski, bon, on aurait pu le sortir plus tôt. Après il y a eu des mauvais matchs aussi. Il y a eu un mauvais match de la part de plusieurs joueurs. C'est ça le problème. Quand on voit un Baldé et un Rafinha, bon, c'est pas de leur faute si on a perdu, hein, mais je veux dire ils ont pas fait un très bon match. Ce qui fait que ça a enlever des possibilités à cette équipe du Barça qui était déjà amoindrie. On joue à 10, il faut que les mecs puissent se démultiplier, qu'ils sortent vraiment un match, tu vois, qui soit un peu partout, au four et au moulin, tu vois, on est obligé, tu vois. On est obligé d'avoir des joueurs qui se démultiplient. Et quand t'as des joueurs, et des joueurs qui font les bons choix aussi, quand ils ont la balle, t'auras pas 50 solutions, il faut que tu fasses le bon choix. Et le deuxième but de Monaco en est le parfait exemple. Rafinha qui a le ballon vers le milieu de terrain ou vers l'axe, quoi, dans la zone du... Je sais plus exactement, on s'en fout. Baldé est sur le côté, dans son couloir, il monte, il demande le ballon. Et Rafinha, au lieu de lui faire une passe à Baldé, tu vois qu'on monte un petit peu le bloc parce qu'on sait qu'on perdait souvent le ballon, on balançait, on subissait, quoi. On a subi tout le match.
Donc quand tu as le ballon, il faut essayer de t'en servir de la meilleure des manières et essayer de pas la balancer, de garder un petit peu, avoir des moments de temps fort, on va dire, essayer de poser un peu le ballon, tu vois. Et Baldé est seul dans son couloir et au lieu de le servir tranquillement, il va faire une passe très compliquée dans l'axe pour Lewandowski, je crois, qui a pas compris que c'était pour lui parce que la passe elle est pas très précise ou je sais pas, où il loupe le ballon, j'en sais rien. On perd le ballon, hop, Monaco récupère, long ballon, but. Donc ça symbolise assez bien le match au final. Le match était faussé comme je l'ai dit. Au bout de la 10e tu prends un rouge, c'est compliqué. Mais après il y a des joueurs qui n'ont pas fait les bons choix. Le couloir gauche, Baldé et Rafinha, il n'était pas très connecté à l'équipe. On a très peu joué le couloir gauche. Ça n'a pas fonctionné quoi. Déjà qu'on est à 10 c'est compliqué. Mais si en plus les joueurs voilà, sont pas au niveau, c'est compliqué. Donc après, ouais, concrètement, concernant les choix, les changements tardifs et tout, je pense que c'est par rapport au match. Si tu joues à 10, tu te dis, tu réfléchis, qui je peux enlever pour vraiment apporter quelque chose, tu vois. Et après, les changements sont incompréhensibles, bah, je sais pas, ouais, Gérard Martin, le doute. Gérard Martin qui rentre et Baldé qui... Après, Baldé, je crois qu'il a été changé, parce qu'il y a Ansu Fati qui est rentré, il y a Pablo Torre qui est rentré. Pablo Torre, il a pas été mauvais quand il est rentré, il a fait quelques petites... Il a joué intelligemment au milieu, donc voilà. Mais bon, après, voilà, c'est compliqué de se montrer quand tu joues à 10 direct comme ça, tu sais que tu rentres dans un match, tu vas galérer, quoi. Ensuite, on a Dan Pitamassi qui dit « Ce match met-il à nu la justesse ?» Entre parenthèses, pas de profondeur de l'effectif possible. La question d'avant, c'était pourquoi les changements étaient aussi tardifs et aussi mauvais. Quand on regarde le banc du Barça, c'est compliqué d'un côté. Les choix, tu te dis, je vais faire opposer Koubarsi, je vais penser à ce week-end, le match. Déjà, tu sais que le match est un peu compliqué. Là, Ligue des Champions, tu te dis, bon, vas-y, on va essayer de limiter la casse et penser à ce week-end. On change, on sort Lamine Yamal, on sort Koubarsi, on sort quelques joueurs pour les faire souffler un petit peu. Mais sur le banc, voilà, en défense, tu as 0 banc. Concrètement, tu as 0 banc. Le seul défenseur central potable, entre guillemets, que tu as sur le banc, là tu l'avais sur le terrain, c'était Eric Garcia qui jouait en 6. Et sinon après derrière tu avais Dominguez et Andrés Cuenca. C'est des joueurs qui jouent actuellement avec la B pour Andrés Cuenca ou qui jouaient en tout cas avec la B la saison dernière. Dominguez qui n'est pas non plus un joueur, personnellement je trouve pas excellent, même s'il a fait des bons matchs en pré-saison, il n'a pas été mauvais et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais de base je trouve pas que c'est un joueur non plus qui sort du lot quoi. Donc c'est compliqué, mais c'est eux tes remplaçants quoi. Au milieu de terrain c'est pareil. Bon, on n'a pas Blotoré, mais c'est tout. Après, tu as Guillet Fernandez, il a 16 ans. Tony Fernandez, s'il peut jouer milieu ou en attaque, il a 16 ans aussi. Ils ont quelques mois d'écart avec son cousin. C'est, voilà, le banc, il est compliqué. Hein. Le seul joueur d'expérience que tu as sur le banc, c'est qui j'essaie de me souvenir, mais peut-être tu as Ferran Torres. Donc voilà, c'est ça quoi. Sur ton banc, tu as Ferran Torres. Personne n'a envie de le voir sur le terrain. T'as Ansu Fati qui revient d'une blessure. Il revient tout le temps de blessure, mais il revient de blessure, donc voilà, il va pas jouer tout le match. Donc dans tous les cas, t'as Gérard Martin qui joue avec la B la saison dernière, qui a pas l'expérience et la confiance totale. Ça se voit quand il rentre quand même. C'est compliqué, hein. Donc il y a eu ces critiques-là sur le changement du coach. Ouais, pourquoi le coach a pas fait des changements plus rapidement? Il y a pas trop de choix non plus, quoi. C'est ça aussi le problème. Donc la justesse de l'effectif, ouais, l'effectif est très juste. Maintenant, quand il y aura le retour de tous les blessés, ça sera quand même beaucoup mieux. Là, il manquait aussi Fermin Lopez. Si Fermin Lopez n'était pas blessé, il aurait peut-être été titulaire déjà. Et ça aurait été peut-être mieux, tu vois. Je sais pas, mais je pense quand même. Et après, voilà, Dani Olmo, Gavi, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Andreas Christensen. Il y a quand même des joueurs qui manquent. C'est des joueurs qui pourraient être titulaires dans l'équipe sans problème. Quand ils seront de retour, un de ces quatre, ça sera quand même mieux, mais en attendant, il faut essayer de gagner les matchs et enchaîner. On avait dit la gestion de l'équipe, ça va être compliqué parce que l'effectif il est juste. Moi, on m'avait dit dans les commentaires, il y en a certains qui m'ont dit non, tu dis n'importe quoi, l'effectif est monstrueux. Non, l'effectif n'est pas bien, les gars. Je ne parle pas de la qualité, il y a des bons joueurs dans l'équipe, mais en termes de quantité, l'effectif il est un peu léger. Regardez ce match contre Monaco. Sur le banc, on a quasiment que des joueurs de l'équipe B, donc il y a bien une raison à ça. Ensuite, on a Sherminator qui dit salut café. Salut Sherminator. C'est relou les supporters qui passent d'un extrême à l'autre après une défaite. Je pense que la Ligue des Champions, c'est très frustrant pour tous les supporters, pour beaucoup de supporters en tout cas. Il y a cette frustration de la Ligue des Champions qu'il faut absolument aller chercher. On le sait, tout le monde est focus là-dessus. Par rapport aussi au Real Madrid qui va chercher la Ligue des Champions une fois tous les 2 ans. Là. Donc voilà, il y a ce truc-là. Et là, si on avait perdu en Liga, je pense pas que ça aurait été vraiment catastrophique. Après, là, en soi, moi j'ai vu surtout des critiques personnellement hein, sur ma chaîne, dans les commentaires, tout ça. J'ai surtout vu des critiques sur Ter Stegen. Même là, dans les questions, il y a énormément de questions sur Ter Stegen, les gars. Je sais qu'on pourrait faire une vidéo entière où je prends que des questions de Ter Stegen et on passe notre temps à lui tomber dessus. Mais bon, j'essaie de varier un peu les questions aussi. Mais surtout
tout le monde est en veut à Ter Stegen. Je pense, moi j'ai pas vu de gars qui sont là à dire faut tout jeter. Tu vois, mais c'est vrai que je pense qu'il y a cette frustration de la Ligue des Champions. Ensuite on a Moltar qui dit Casado, malgré l'absence d'un double pivot, a fait du bon taf, tu ne trouves pas? Ouais, il a fait un très bon taf, Casado. Après les gars, depuis le début de la saison on ne joue pas en double pivot, hein. Je fais que le répéter, mais chaque fois je vois ouais dommage le double pivot machin. Quand on regarde vraiment le match, et puis je l'ai déjà montré aussi en analyse, il n'y a pas vraiment de double pivot, il y a surtout un 6 quoi. Mais bref, on s'en fout, c'est pas vraiment le sujet. Mais Casado a fait un très bon match, j'ai trouvé. Il y en a qui ne croyaient pas en Casado, il y en a parce qu'il est petit, tout ça, il peut pas jouer pivot, c'est pas son poste parce que Flick l'a mis en début de saison en milieu plus haut, mais pas en pivot. Donc direct, il y en a, ils se sont dit bah non, c'est pas un pivot du coup. Si, c'est un pivot, c'est un milieu défensif, Casado. Voilà, moi j'en ai parlé. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez ce que je pense de Casado. J'ai fait une analyse sur Casado aussi, sur ses matchs un petit peu, quelques matchs de la saison dernière, pour donner un petit peu, parler un peu de son profil et ce qu'il pourrait apporter à l'équipe. Voilà. Je pense que Casado, il a prouvé là, dans un match très compliqué, un match de Ligue des Champions où certains de nos capitaines qui sont là depuis des années ont fait caca culotte hier soir. Et bien Casado qui jouait son premier match de Ligue des Champions en tant que titulaire et qui a joué tout le match, je crois, ou il est sorti ou il a joué tout le match, je crois. Oui, il a joué tout le match, puis il s'est fait défoncer le pied à la fin. Eh bien, il a montré qu'il avait le caractère. En fait, Casado, c'est Mestre un joueur, quoi. Certes, c'est un joueur de foot, tout ça, mais c'est un peu comme Gavi, j'en ai déjà parlé, mais il est fait du même bois, de la même matière que Gavi, quoi. C'est un mec qui va se surpasser et qui va tout donner. C'est le mec, il transpire Barça, quoi. C'est un peu, je vais pas dire que c'est l'âme du Barça, Casado, mais Casado, c'est ce genre de joueurs qui vont donner leur vie sur le terrain. Et ça, dans ces moments-là, comme hier soir, ça fait la différence. Casado, c'est pas le potentiel meilleur joueur du monde, c'est pas un Busquets, c'est pas un génie comme ça. Ça, c'est clair. Ça, je l'ai dit, j'ai jamais menti là-dessus. J'ai pas dit à Casado, attention, vous allez voir, c'est incroyable, le mec, c'est un mélange de Busquets, Xavi, Iniesta. Non, c'est... Non. Mais c'est un gars qui donne sa vie sur le terrain, qui se donne à 200%, à 3000%, ce que tu veux. À chaque match, c'est un leader. C'est un mec qui a un caractère de ouf, quoi. Très calme en dehors du terrain, mais sur un terrain, il se transforme. C'est un leader, c'est un patron, c'est un capitaine. Surtout, il a toujours été capitaine au Barça. Il est arrivé, je crois, du FC Dame, je sais pas, bref. De son petit club de Catalogne, il est arrivé au Barça, il a été capitaine direct. Capitaine et après capitaine. C'est pas pour rien. Si le mec à chaque fois dans toutes ses équipes de jeunes il a été capitaine, c'est qu'il a ce caractère là, cette âme de leader en fait. C'est pour ça que moi aussi j'aime bien Casado. Parce que j'aime bien ces joueurs là qui se surpassent, tu vois, qui se dépassent, qui donnent tout. Comme Gavi, à l'image de Gavi, ce qu'il donne. Bon, Gavi a plus de talent et tout, genre techniquement Gavi c'est le top du top. C'est des mecs comme ça qui se donnent tout pour le maillot, qui vont tacler avec leur tête, et s'il faut aller tacler avec sa tête, il va y aller. C'est ces mecs là que moi que j'ai dans mon cœur, tu vois, que je me dis, ceux-là je pourrais pas leur tomber dessus. Parce que qu'ils aient ou pas un grand talent, en tout cas ils donnent tout sur le terrain. Ils donnent tout sur le terrain et c'est des modèles tout simplement. C'est des modèles pour beaucoup, il y en a qui devraient s'en inspirer. Dernière question de la vidéo, hein, on finit avec Sir Nastro qui dit « Toujours serein avec cette équipe-là, tonton, l'absence d'Olmo se fait ressentir. » Serein... Après, serein, oui, c'est vrai que j'avais dit, j'étais là en train de dire à quel moment j'ai dit que j'étais serein. Oui, j'avais cette impression, j'avais dit de sérénité avec cette équipe. Quand on était un peu mal dans les matchs, dans ces premiers matchs-là de championnat, j'étais assez serein parce que je me disais, on va forcément gagner, on va forcément marquer. J'avais cette confiance-là en l'équipe. Mais après, c'est pas parce qu'on a perdu un match, les gars, que je vais perdre toute confiance en cette équipe. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas, tac, une défaite du jour au lendemain, allez hop, c'est fini, rangez tout, remballez. Non, j'ai quand même toujours confiance en l'équipe. C'est un mauvais résultat, c'est une défaite, ok, mais je l'avais dit que ça allait forcément arriver, les gars. On sait que dans le foot, tu gagnes, tu perds, et c'est comme ça. Ce sont des cycles comme ça. C'est le cycle de la vie. Tu peux perdre des matchs, mais ce qu'il faut bien faire, c'est se relever derrière, tout simplement. Donc il y aura une réaction à avoir de la part de l'équipe ce week-end. Villarreal, encore un déplacement, 3e match à l'extérieur. Villarreal, c'est pas un petit club non plus. Voilà, ça va être un match qui n'est pas évident. C'est pas un Barça contre Valladolid à domicile, tu vois. Non, c'est Villarreal à l'extérieur. Bon, voilà, il faudra encore une fois se donner à fond, tout ça. Maintenant,
maintenant, c'est pas la fin du monde. Moi, j'ai toujours confiance. Il y a des questions aussi sur est-ce qu'on finira dans les 8 premiers de Ligue des Champions. Ça, j'en sais rien du tout. Ça me paraît compliqué. Mais il n'y a pas eu que des bons résultats. Il y a des équipes qui ont fait des matchs nuls, des équipes qui ont perdu, des grosses équipes, je parle pas de... Le Milan, je crois qu'ils ont perdu. Bon, ils ont joué contre une grosse équipe, je sais plus qui, mais à force. J'ai pas trop suivi, je vous avoue. Mais le Milan, ils ont perdu. Arsenal, hier, ils ont fait match nul. Voilà, il y a pas... C'est sûr que quand on regarde le Bayern qui a explosé 9-2, je sais pas qui, on est là, ah ouais, c'est quand le Bayern, attends, on peut pas repousser le match. Mais bon, j'espère qu'on va se relever comme il faut, tout simplement, que l'équipe elle va réagir comme il faut. Ils vont pas se laisser abattre par ce genre de truc. Les mecs vont se réveiller, que les capitaines vont être au rendez-vous, qui vont vraiment se bouger, se sortir un petit peu les doigts, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis voilà, on va repartir de l'avant. De toute façon, il n'y a que ça à faire, les gars. On va bosser, et se remettre dans le droit chemin, la tête à l'endroit. Puis il faudra regagner des matchs pour se remettre en confiance, entre guillemets. Mais je pense pas que la confiance, ça soit vraiment perdue en un seul match, les gars. C'est surtout le scénario. Si on avait perdu 8-2 contre le Bayern, tu vois, je vous aurais dit, ouais, là, pour la confiance, ça va être dur de se relever de ça. On s'est toujours pas relevé, nous. Enfin, Tercelian, en tout cas, c'est pas relevé de ça. Donc ouais. Mais là, on a perdu 2-1 contre Monaco avec un carton rouge en jouant à 10 pendant tout le match. Pour moi, c'est pas pareil. C'est pas une humiliation. C'est pas un match comme ça. Donc la confiance, elle sera pas très compliquée à regagner non plus, je pense. C'est un petit revers et ça va le faire. Je vais faire un t-shirt. C'est un petit revers, mais ça va le faire. On va faire des t-shirts, les gars, un nouveau slogan pour la chaîne et tout ça. Bon, bref, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vais aller sur FIFA maintenant. On va se faire un petit mode carrière. Vous savez, j'ai une chaîne secondaire pour ceux qui sont encore là. Chaîne secondaire gaming, FIFA, où je fais principalement du FIFA. Donc on va démarrer la petite carrière Barça, les gars. On va se régaler. À tout à l'heure. Ciao, ciao.